Ce qui défile sous vos yeux, là, et qui serpente tranquillement, c'est un graphe qui fait partie des grands classiques de ce qu'on appelle généralement l'écologie, et à mon avis, vous l'avez toutes et tous déjà vu. Il est central dans notre compréhension du monde, et pourtant, il ressemble à n'importe quel autre graphe. Une simple ligne dont les évolutions ont eu et auront d'énormes conséquences sur le destin de l'humanité. Alors en abscisse, en bas, on a le temps, en années. Et puis en ordonnée, donc sur le côté, ce qui nous intéresse, la concentration en CO2 dans l'atmosphère en ppm, partie par million. Et le CO2, vous le savez aussi, c'est cette molécule hyper stable qui est rejetée quand on crame un truc. Je vous passe les détails techniques, mais en gros, elle est responsable en partie des variations du climat terrestre. Plus de CO2 égale plus d'effet de serre, et donc il fait plus chaud, et moins de CO2 égale moins d'effet de serre, et donc il fait plus froid. Bon, revenons à la courbe. Là, on a démarré il y a 800 000 ans. À l'époque, nous les humains, Homo sapiens, on savait tailler des cailloux et on essayait d'apprendre à maîtriser le feu. Pas simple. Sur toute cette période, toujours sous vos yeux, vous pouvez voir que notre courbe a pas mal oscillé. Et ça correspond aux différentes ères glaciaires et interglaciaires qui ont façonné l'évolution de nos ancêtres. Il y a 20 000 ans, on sort de la dernière grande glaciation, un épisode de dégel mondial qui prendra environ 10 000 ans, période qu'on a du mal à saisir tant l'échelle de notre graphe est gigantesque. Alors je vous propose de zoomer et en particulier de regarder les 1000 dernières années, à partir de l'an 1000 donc. Bon, là, forcément, à cette échelle, la concentration de CO2 dans l'atmosphère et donc aussi le climat sont beaucoup plus stables, car leurs variations naturelles sont très lentes. Là, oui, juste là, on est au début du XVIIe siècle. Et alors que les Européens colonisent gentiment les Amériques et que Descartes pense parce qu'il est, on peut voir que la concentration de CO2 a légèrement baissé, et d'ailleurs, on a appelé cette époque le petit âge glaciaire. Un peu plus tard, nos ancêtres, à vous et moi, ont découvert qu'en mettant le feu à des trucs, on pouvait en faire de l'énergie. Trop cool. Sauf que ça crée du CO2. Ce qui nous amène à 1896 et Svante Arrhenius, un scientifique suédois qui se dit qu'à force de cramer des trucs, ça va finir par influencer la concentration de CO2 dans l'atmosphère, donc notre courbe, et si vous avez suivi, le climat. Et il avait bien raison, car depuis une centaine d'années, ça part en cacahuète. Alors je vous propose maintenant un dernier zoom pour observer comment ça a évolué justement ces dernières années, avec des relevés très précis qui sont réalisés depuis 1958. Petit détail qui a son importance, vous voyez à présent qu'il y a des oscillations à l'échelle d'une année, et c'est normal. C'est dû au cycle des saisons et à la respiration des arbres et de la flore marine, mais pas de panique, ça continue bien à grimper, tranquillou, doucement, mais sûrement. Bon, évidemment, on a fini par s'en rendre compte et les Nations Unies ont tenu à Stockholm en 1972 une grande conférence pour en parler. Ensuite, le GIEC a été créé en 1988 pour bosser sur tout ça. Il y a eu le sommet de la Terre à Rio en 1992, puis on a décidé en 1995 de tous se mettre autour de la table pour voir ce qu'on pouvait faire. Et puis on s'est dit qu'on allait faire ça tous les ans et qu'on appellerait ça une COP, l'occasion de prendre des décisions pour essayer de stopper l'ascension fulgurante de cette courbe dont les conséquences sont pas folichonnes. Alors, au fil des années, on a pu mettre en place des politiques efficaces, le protocole de Kyoto en 1997, les accords de Copenhague en 2009, les fameux accords de Paris en 2015, de belles réussites qui ont permis de sauver l'humanité, de l'arracher à son destin mortifère et la guider vers une nouvelle vie prospère qui peut-être un jour... Bon, je vais m'arrêter là. Vous le voyez, il y a eu peu d'effets. La croissance de notre courbe est intacte, on continue à générer toujours plus de CO2, et toutes les décisions prises par ces réunions internationales restent pour l'instant vaines. Mais comme je suis plutôt du genre optimiste, et parce que c'est pour ça que vous êtes là, aujourd'hui, on va se demander comment on pourrait faire pour que justement ça marche. Comment faire pour que les instances internationales lancent une dynamique capable de nous sauver de l'impitoyable rouleau compresseur qu'est le changement climatique? Comment réellement passer à l'action? Alors malheureusement, je n'ai pas la réponse à cette question. Mais il y a un monsieur, lui, qui a essayé d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler, et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. La Terre, notre monde, fait face aujourd'hui à un paradoxe sans précédent.
Alors que plusieurs limites planétaires sont déjà atteintes, notre civilisation continue la destruction massive de son environnement et le réchauffement climatique impacte la vie de millions de personnes. Alors que faire ? Je vous propose de porter notre regard vers l'avenir, de partir du principe que nous allons réussir à inverser cette tendance, que demain nous vivrons dans un monde décarboné, que certains écosystèmes naturels seront conservés et qu'une nouvelle société humaine, plus juste, pourra voir le jour. Il est décidé par la 29e conférence des parties servant de réunion des parties signataires de l'accord de Paris, de la création d'un organe subsidiaire chargé de travailler avec le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, avec toutes les agences des Nations Unies et tous les gouvernements signataires de l'accord de Paris, afin de plaider la cause des générations futures de citoyens du monde, dont les droits, tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme, sont aussi valables que les nôtres. De plus, ce nouvel organe est chargé de défendre toutes les créatures vivantes, présentes et à venir, qui sont dans l'incapacité de s'exprimer par elles-mêmes en promouvant leur statut légal et leur protection physique. Un journaliste crut bon de surnommer cette agence le ministère du futur, une expression qui se répandit comme une traînée de poudre, au point de devenir l'appellation usuelle de la dite agence. Elle s'installa en Suisse, à Zurich, au mois de janvier 2025. Voilà, ça c'était un extrait du chapitre 3 du ministère du futur, ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, le ministère du futur, c'est donc un roman de Kim Stanley Robinson. Il est sorti en 2020 et sa traduction française, qui est éditée par Brajlon et qui a été faite par Claude Mamier, date de 2023. Je donne le nom du traducteur parce que je trouve que la traduction était vraiment de très bonne qualité. Kim Stanley Robinson, donc l'auteur, c'est un écrivain américain. Il est connu notamment pour avoir écrit la trilogie martienne, Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue. C'est de la art fiction. Ça raconte comment la civilisation humaine part à la conquête de Mars et notamment va terraformer Mars. Et puis, il est notamment connu dans les dernières années pour avoir été un des écrivains les plus prolifiques dans le genre de la climate fiction, qui, comme son nom l'indique, est de la science-fiction qui s'attaque au sujet majeur de notre époque, à savoir le dérèglement climatique. Kim Stanley Robinson, pour que vous voyez un petit peu qui c'est, sur la carte des pensées écologiques qui a été faite par le magazine Fracas et par Bon Pote, il se situe au niveau de ce qu'on appelle le Green New Deal. Donc sur la carte, c'est exactement ici. Voilà, donc on est quelque part entre l'écosocialisme et puis le capitalisme vert. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc ça. Le ministère du futur, c'est le plus gros livre qu'il ait écrit sur le sujet. C'est quand même un gros pavé, hein. Il fait plus de 500 pages, il y a 106 chapitres, donc c'est des chapitres assez courts. La particularité de ce roman, c'est qu'il y a donc un roman, c'est de la fiction avec des personnages, mais il y a aussi plein d'autres petites choses. Il y a des chapitres où l'auteur va vous présenter des concepts, des comptes rendus de réunion, des témoignages de personnages qui ne sont pas du tout dans l'histoire et qui restent anonymes, mais qui nous permettent d'avoir un panorama un peu de tout ce qui se passe sur Terre. Il y a des chapitres qui sont écrits à la première personne d'objets ou de concepts, comme par exemple il y a un chapitre qui est écrit par un atome de carbone et qui raconte toute sa vie. Mais je vous rassure, l'ensemble est très cohérent et on suit quand même un fil conducteur. C'est donc une narration particulière, mais moi ça m'a tenu vraiment en haleine. Ça a été sur ma table de chevet pendant plusieurs semaines. L'idée, c'est qu'il y a un ministère du futur qui est créé à la COP 29 en 2024. Donc là, c'est fictif, hein. Un ministère du futur qui a pour charge d'assurer, de s'occuper en tout cas des générations futures et de tous les êtres vivants. Et ce ministère du futur prend ses fonctions, démarre son action en janvier 2025. Donc même si le livre a déjà 4 ans, ce qui est très intéressant, c'est que le point de départ de l'histoire, c'est maintenant, c'est tout début 2025. Et je trouvais ça je viens de le finir, mais je trouvais intéressant donc de vous en parler maintenant. Alors ce livre, c'est une mine d'or d'informations, il y a plein de choses qui sont présentées. Je vous rassure, moi je ne vais pas vous spoiler sur l'histoire. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter un peu des concepts qui sont partagés par le livre, des méthodes aussi pour penser l'avenir, et puis voilà la vision générale du monde et du monde de demain de Kim Stanley Robinson, parce que je pense qu'il y avait pas mal de bonnes idées, et on va essayer de faire ça rapidement, dans une petite ambiance détendue, puisque pour une fois je n'ai pas écrit le texte de cette vidéo, donc c'est un petit peu plus freestyle, et on commence tout de suite par les concepts. Les années 2030 ont été des années zombies. La civilisation avait été assassinée mais continuait à errer sur Terre, titubant vers un destin pire que la mort.
Tout le monde le sentait, la culture de l'époque était pleine de peur et de colère, de déni, de culpabilité, de honte et de regret, de refoulement et de retour du refoulé. Les gens effectuaient les tâches du quotidien, toujours dans un état second, toujours conscients du mal qui les rongeait, se demandant quelle serait la prochaine catastrophe à les frapper, et comment ils feraient pour l'oublier après tant d'efforts pour oublier toutes les précédentes, celles qui se succédaient depuis 2020. Des références en pagaille pour tenter de minimiser la grande canicule dont on disait à présent qu'elle avait tué 20 millions de personnes, soit autant que de soldats tués durant la Première Guerre mondiale et ces 4 années de massacres organisés, alors que la grande canicule n'avait duré que 2 semaines. Peut-être la grippe espagnole de 1918-1919 ? Non plus. La canicule ne relevait ni d'un agent pathogène, ni d'un génocide, ni d'une guerre. Rien d'autre que l'action et l'inaction humaine, l'action et l'inaction des êtres humains entraînant la mort des plus vulnérables d'entre eux, en attendant les suivants. Car tous, au final, étaient vulnérables. Pourtant, les gens continuaient de brûler du carbone, ils conduisaient des voitures, mangeaient de la viande, se déplaçaient en avion, bref, faisaient tout ce qui avait causé la grande canicule indienne et causerait la suivante. Les profits s'additionnaient, nourrissant les dividendes des actionnaires. Et voilà. Donc ça, c'était un extrait du chapitre 51, et c'était pour vous montrer que Kim Stanley Robinson, il avait vraiment conscience un petit peu du bordel ambiant, quoi, voilà, grosso modo, de la dépression générale, et surtout de cette idée que malgré le fait qu'on sache, rien ne se passe. Et donc pour remédier un peu à ce mal-être général et puis tout simplement au dérèglement climatique, il va commencer, Kim Stanley Robinson, par nous proposer des concepts. Voilà, donc c'est en général des choses qui existent déjà. Alors dans le livre, c'est pas sourcé, à la fin il n'y a pas de bibliographie, mais tout ce qui est présenté, ce sont des vrais concepts qui sont soit assez récents dans la recherche, soit c'est des choses plus anciennes, mais en tout cas, moi, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'a intéressé, j'ai fait ma petite recherche et ce sont bien des choses qui existent et qui sont documentées, donc tout est vrai, voilà, c'est pas de la fiction pour le coup. Je voulais vous en présenter 4, il y en a beaucoup plus que ça dans le livre, mais 4 qui ont retenu mon attention et puis qui s'attaquent à des sujets un petit peu différents. Le premier, c'est le paradoxe de Jevons. Alors c'est ce qu'on appelle aussi l'effet rebond ultime, donc c'est un paradoxe qui dit que quand on a une nouvelle technologie, même si elle est plus optimale, on va quand même avoir tendance à l'utiliser plus. Je m'explique. On crée une technologie qui est plus efficace en énergie et on pourrait se dire que super, comme elle est plus efficace, on va faire des économies d'énergie. Et en fait, le paradoxe de Jevons, il nous explique que comme elle est plus optimale, on va l'utiliser beaucoup plus et que donc au final, même si elle est plus optimale, c'est une technologie qui va augmenter notre utilisation d'énergie. Alors c'est le cas pour l'énergie, mais ça vaut pour beaucoup de choses. En fait, c'est que quand on a quelque chose de plus efficace, du coup on va aller le manger un petit peu plus, quoi. Ce paradoxe de Jevons, il avait été beaucoup mis en avant en France il y a quelques années, à l'époque de ça. Je ne crois pas au modèle Amish. Bon, j'arrête pas de balancer cet extrait, je suis désolé, mais ça me fascine. À l'époque, les partisans du déploiement de la 5G disaient c'est une technologie qui est plus efficace et donc en fait ça va permettre de réduire les usages. Sauf que les opposants disaient mais non, évidemment que non. Comme on va avoir une technologie plus efficace, on va se mettre à regarder de la vidéo en 4K sur nos téléphones dans la rue, on va se mettre à consommer des données de ouf et en fait ça va exploser la consommation. Alors moi j'ai pas lu de données, mais de toute façon j'imagine que de toute façon c'est vrai, il faudra peut-être vérifier. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais donc le paradoxe de Jevons, c'est ça. Alors le deuxième concept présenté dans le livre dont je voulais vous parler, c'est le coefficient de Gini. Le coefficient de Gini, c'est un coefficient qui permet de mesurer les inégalités. Donc c'est un coefficient qui est donc une valeur entre 0 et 1. Il y a une méthode de calcul pour l'avoir, je peux aller voir le détail, mais en gros, je vous explique. Quand le coefficient vaut 0, ça veut dire que tout le monde a le même patrimoine et les mêmes revenus, on est tous égaux, donc c'est le communisme absolu. Et puis quand le coefficient vaut 1, c'est l'extrême inverse, ça veut dire qu'il y a une personne qui a tout le patrimoine, tous les revenus, qui possède tout, et toutes les autres personnes n'ont rien du tout. Voilà. Et donc, plus on est proche de 1, plus on est inégalitaire, plus on est proche de 0, plus on est égalitaire. Ce coefficient de Gini, il sert à mesurer ça, et puis on le fait à n'importe quelle échelle. En général, on l'utilise à l'échelle d'un pays, d'une nation, mais on peut aussi l'utiliser à l'échelle mondiale. Pour info, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, il est à 0,7 à peu près. Évidemment, à l'échelle mondiale, les inégalités sont plus grandes, parce que comme il y a des pays qui sont très riches et des pays qui sont très pauvres, ça va encore plus étirer le coefficient. Cette histoire de coefficient de Gini, elle est tirée d'un chapitre qui parle de plein d'indicateurs qui seraient des bons
remplaçant du PIB, le produit intérieur brut. Vous vous souvenez, on en a parlé dans notre épisode sur la décroissance avec Gabriel Malek. Je vous mets le lien là. Donc voilà, on parle de l'indice de développement humain ou même du bonheur national brut. Voilà, il y a plein d'indicateurs qui sont intéressants. Un troisième sujet, et qui est là central dans le ministère du futur, c'est la théorie monétaire moderne. Donc la théorie monétaire moderne, je ne vais pas me lancer dans une explication détaillée parce que je ne suis pas sûr d'avoir moi-même tout compris, c'est quand même de l'économie poussée, je ne suis pas du tout économiste. Ça se rapproche des idées de Keynes, ou Keynes, je ne sais pas comment on dit, l'économiste du début du XXe siècle, plutôt orienté à gauche. Et en gros, la théorie monétaire moderne, elle nous dit qu'on a d'un côté l'État qui contrôle les banques centrales. Les banques centrales, ce sont les banques qui créent la monnaie, donc par exemple la Banque Centrale Européenne, c'est elle qui va créer les euros, qui va imprimer les billets et créer la monnaie, quoi. Et en gros, cette théorie-là dit, comme l'État contrôle la Banque Centrale, à partir du moment où c'est l'État qui dit, vas-y, on va créer de l'argent, l'État ne peut jamais être en déficit, puisque dès que l'État va avoir besoin d'investir pour construire des trains, pour la sécurité sociale, pour plein de choses, et à ce moment-là, il a juste à créer de l'argent. Il n'a pas besoin d'aller l'emprunter, il va juste le créer. Alors là, attention, la théorie économique moderne, plutôt libérale, alignée sur les marchés, va vous dire « Oh là là, argent magique, ça va pas du tout ». Mais cette théorie, elle nous dit que tant que l'inflation ne s'emballe pas, en vrai, pourquoi pas. Et quand on la pousse un peu à fond, elle dit qu'il n'y a plus besoin de payer d'impôts, puisque si l'État il peut juste créer de l'argent pour faire la dépense, à ce moment-là, il n'y a même plus besoin qu'on lui en donne, nous, avec nos impôts. Bon, voilà, ça fait réfléchir, mais c'est une vision intéressante de l'économie. Et puis, le dernier concept qui est présenté, il y en a plein, je vous rappelle, qui sont présentés, mais le dernier que je voulais vous présenter, c'est la citoyenneté mondiale. Alors là, il fait référence au passeport Nansen, je ne sais pas trop comment on dit. C'est un système de passeport qui a été mis en place après la Première Guerre mondiale et qui a été valable entre 1922 et 1945, et ça permettait à tous les réfugiés apatrides d'avoir une citoyenneté et donc de pouvoir passer les frontières. Dans le ministère du futur, il y a vraiment ce sujet-là, le sujet des réfugiés, que ce soit des réfugiés climatiques, évidemment, ou les réfugiés de guerre. C'est un sujet qui est souvent abordé, et donc ce sujet de citoyenneté mondiale, il est mis en avant, et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant. Bon, tout ça, c'est des concepts. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. C'est une mine d'or. Moi, ça a été le point de départ de beaucoup de réflexions, ce bouquin de recherche. Après, tu vas sur Wikipédia, tu vas sur YouTube, tu apprends des choses. C'est vraiment une mine d'or, mais c'est pas avec des concepts qu'on va changer le monde. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, via ce ministère du futur et puis d'autres choses, Kim Stanley Robinson, il nous propose des méthodes. Voilà, il dit le monde aujourd'hui, c'est de la merde. Le monde de demain, en tout cas, ce qu'on aimerait atteindre, c'est que la civilisation parte pas complètement en couille. Il va proposer des méthodes justement pour réaliser cette transition. C'est tout le but du livre. Je vais pas tout vous raconter, mais je vais vous en proposer quelques-unes. Dans une situation comme celle-là, il faut avoir un plan. Impossible d'en pondre un sur le tas, en plein effondrement. Pas dans l'ère moderne de l'hypercomplexité. Par exemple, supposons qu'Internet cesse de fonctionner, que vos économies s'évaporent et que l'argent ne vaille plus rien. Misère de misère, peut-on créer une nouvelle société à partir de là ? Non. Tout s'écroule et 2 jours plus tard, vous vous retrouvez à bouffer votre chat. Alors, mettez-vous bien ça dans le crâne, il faut un plan B préexistant, lequel ne peut pas être un plan secret surgissant au milieu du chaos, pas de théorie du complot par pitié, les complotistes sont tellement ennuyeux, comme si le secret donnait un sens aux idées. Non, il faut en parler et en parler maintenant. Ce qui ne veut pas dire que les complots n'existent pas, c'est juste qu'on les connaît déjà. C'est donc ainsi que le plan B doit être conçu. Un complot public, connu de tous, comme le gouvernement fantôme d'un parti d'opposition qui fait des propositions aux citoyens en espérant s'attirer leur vote. Toutes les idées sont sur la table et ouvertes au débat pour aboutir à des instructions précises. Oui, ça ressemble furieusement à la politique, parce que c'en est. Déprimant, pas vrai ? Et oui, ce sujet de la politique, il est hyper important dans l'œuvre de Kim Stanley Robinson, c'est même assez central. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, il y a un chapitre entier qui est dédié aux Gilets jaunes. Premier degré, c'est un roman américain, il y a un chapitre entier sur les Gilets jaunes. Alors on comprend pas vraiment, en tout cas moi j'ai pas compris, si vous avez compris dites-le moi, si c'est juste une retranscription du mouvement des Gilets jaunes tel qu'il a eu lieu en 2010, il y a quelques années, ou si c'est un gilet jaune bis qui aurait lieu dans le futur, une espèce de grande révolution à Paris. Voilà, c'est pas très clair, mais en tout cas, il s'intéresse vraiment à cette idée de
la politique par la rue, la politique par l'économie, c'est assez central. Lui, sa vision de la politique, elle est assez économique, ou sa vision de l'économie est assez politique. En tout cas, pour lui, économie politique, c'est vraiment l'un avec l'autre. Et il propose, et si vous êtes de droite, vous pouvez vous boucher les oreilles, mais il propose un communisme boosté à l'informatique. Alors j'explique, quand on dit communisme, on pense URSS, on pense soviétisme. Or, comme on l'avait vu avec Gabriel Malek, c'est pas vraiment le communisme tel qu'il a été théorisé par Karl Marx, c'est plus une application un peu dictatoriale et hyper productiviste, donc c'est pas vraiment le bon exemple. Le vrai communisme n'a pas vraiment existé. Pourquoi ? Parce que le communisme, en tout cas sur son aspect économique, il repose sur une planification de l'économie. C'est-à-dire que l'État va dire, bah voilà, l'économie, on va faire ci, on va faire ça, ça va être ça les quantités, ça va être ça les échéances, et c'est la règle. Contrairement évidemment à la règle actuelle qui est la loi du marché, où on laisse faire le marché, on laisse faire l'économie, et donc on laisse faire... vous voyez bien ce que ça donne. L'idée, c'est que le communisme à l'époque n'a pas marché parce que la planification était compliquée. Sauf qu'aujourd'hui, on a des ordinateurs, on a même des intelligences artificielles. Ça me rappelle d'ailleurs une des nouvelles dans Robot de Asimov, qui sont capables très bien de planifier l'économie proprement, sans faire d'erreur. Et donc l'idée, ça serait d'instaurer un genre de planification économique, un communisme boosté à l'informatique. Donc ça, c'est une des idées, de méthodes qui est proposée pour essayer de réduire un petit peu la consommation des ressources. Parce que oui, les méthodes qui sont proposées dans ce livre, je ne l'ai pas précisé, mais c'est de construire un meilleur monde, un monde de demain souhaitable. L'idée, c'est limiter la consommation des ressources, arrêter le réchauffement climatique et arrêter l'extinction massive des espèces, et puis d'avoir une civilisation humaine prospère, donc en gros réduire les inégalités, arrêter la guerre, enfin bon, tout ce qu'on a dit dans le récap de l'épisode d'avant. Donc pour Kim Stanley Robinson, ça passe par une planification, donc elle peut être économique, elle peut être écologique, et sur l'aspect économique qui est, je le disais tout à l'heure, central vraiment dans le livre, il y a un sujet qui est vraiment au cœur, c'est le carbon coin. Alors le carbon coin, l'idée c'est on crée une monnaie qui est gérée par les banques centrales, et cette monnaie, sa valeur, c'est le carbone piégé. Donc vous, par exemple, vous êtes Total Energy, moi je suis la Banque Centrale Européenne, et vous me dites, j'ai un puits de pétrole à cet endroit-là, il y a N tonnes de carbone dans ce puits de pétrole. Nous, on va pas le sortir, on va le laisser dans le sol, et moi, Banque Centrale Européenne, en échange, je vous donne des carbon coins à la valeur de ce que vous avez laissé dans le sol. Donc cette monnaie, elle met de la valeur, donc de l'argent, sur le carbone qu'on ne met pas dans le ciel. Et donc ça, combiné avec une taxe carbone, qui pour le coup taxe quand on en met, c'est le bâton et la carotte, selon Kim Stanley Robinson, c'est une bonne politique, un peu à double tranchant, qui va aider à considérablement réduire les émissions de CO2. Alors, est-ce que ça marche ? Je ne suis pas là pour vous le dire, justement, je vous laisse lire le livre, mais c'est une méthode qui, selon lui, pourrait porter ses fruits. Si vous avez entendu parler du livre, vous avez peut-être aussi entendu parler du fait que Kim Stanley Robinson serait techno-solutionniste. Alors, le techno-solutionnisme, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'on pense que la technologie va nous sauver. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent. Non, je vais pas vous remettre je vais pas vous remettre Macron. Il y a du techno-solutionnisme aussi dans le livre, mais pas que. Donc le critiquer de techno-solutionnisme, je trouve que c'est un peu extrême, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont proposées qui sont économiques, des choses qui sont très orientées à gauche et qui sont pas du tout techno-solutionnistes. Techno-solutionniste, on va passer à la suite. Par contre, dans le livre, il y a quelques petites expériences de géo-ingénierie. Alors, on sait que c'est un peu son kiff, vu qu'il a quand même écrit une trilogie sur la terraformation de Mars. Et donc, je voulais vous en parler parce que je trouvais aussi que c'était intéressant. Et donc, tout d'abord, il y a de la capture simple du carbone. Alors, on sait aujourd'hui que la capture de carbone, c'est pas efficace parce qu'en fait, on émet plus de CO2 en capturant le CO2 qu'on en capte, puisque ça demande beaucoup d'énergie de le capter, et cette énergie, en général, elle est émettrice de CO2. Lui, en gros, il justifie ça en disant que quand on aura résolu le problème de l'énergie, parce qu'on en consommera beaucoup moins et qu'on aura beaucoup d'énergie renouvelable, toute l'énergie excédentaire, elle nous permettra de capturer du carbone. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est clairement pas forcément mis en avant dans le livre, c'est pas le sujet central, mais il en parle. Il y a aussi l'idée de mettre du soufre dans l'air, en gros de faire des fausses éruptions volcaniques pour redescendre la température terrestre, ou de colorer les océans en jaune pour augmenter l'albédo. Donc l'albédo, c'est la réflectivité de la Terre. Les océans sont sombres, donc absorbent beaucoup l'énergie du soleil, mais en les colorant en jaune, ils réfléchissent un peu plus de lumière dans l'espace et donc ils absorbent moins de chaleur, donc pourquoi pas. Et puis la dernière chose qui est un peu mise en avant, pour arrêter la montée des océans, ils s'attaquent aux calottes glaciaires. Donc les calottes glaciaires, c'est les grosses masses de glace qui sont sur le Groenland et
en Antarctique, donc au pôle sud, c'est de la glace qui est sur du sol, sauf qu'entre le sol et la glace, il y a un petit peu d'eau, puisque à force que la glace frotte, parce qu'elle descend lentement vers la mer, ça c'est naturel, ça chauffe et du coup ça fait de l'eau et donc ça glisse encore plus vite et donc ça va encore plus vite vers les océans. Et là dans le bouquin, les scientifiques ils disent on va pomper cette petite couche d'eau entre la glace et la terre et du coup la glace elle va vachement plus accrocher au sol et donc elle ira moins vers les océans et donc il y aura moins de fonte de glace et donc la température et donc le niveau de la mer va moins augmenter. Voilà, c'est un peu la géo-ingénierie qui est proposée ici. C'est rigolo, c'est pas non plus le sujet central. Je pense que vraiment l'approche centrale c'est l'économie. Pour s'attaquer au sujet de l'extinction massive des espèces, lui, sa solution elle est simple, c'est de créer des énormes réserves, des parcs quoi. Alors on parle pas de petits parcs comme on sait très bien les faire en France, on parle de parcs biologiques, de réserves biologiques à l'échelle continentale, donc qui créent des couloirs par exemple qui traversent complètement les États-Unis sur des centaines de kilomètres de large. Et là l'idée c'est pas juste de dire attention ici c'est un parc naturel, non, on vide complètement la zone des humains, donc les gens ils sont relogés et c'est complètement rendu à la nature et c'est grillagé et voilà, et ils font ça sur des milliers de kilomètres carrés pour donner tout simplement plus de place à la nature et que les humains ne s'accaparent pas l'intégralité des terres. Et enfin il y a, je parlais tout à l'heure du mouvement des gilets jaunes, il y a des méthodes un peu plus révolutionnaires qui sont proposées, donc par exemple l'idée que les étudiants américains se mettent en grève. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les étudiants américains, d'un coup, arrêtent tous ensemble de rembourser leurs prêts étudiants. Et on sait qu'aux États-Unis, c'est une économie qui est énorme, enfin en termes de rentrée d'argent dans les banques, c'est juste dément les prêts étudiants. Et donc lui estime que s'ils arrêtent tous de payer d'un coup, les banques américaines vont toutes complètement cracher et donc que l'État américain va être obligé de les sauver en les nationalisant quoi. Et donc en gros l'État récupère le contrôle des banques, on retombe un peu sur la théorie monétaire moderne dont je parlais tout à l'heure. Et puis après il y a des formes de révolution un petit peu plus vénères, un peu plus armées. Donc là on va faire plaisir à Gérald Darmanin, on va parler d'écoterrorisme. Alors est-ce que c'est de l'écoterrorisme ? Je vous laisse juge, je ne fais qu'énoncer les faits, hein. Je vous dis pas que c'est moi qui souhaite faire ça, hein. Je me dédouane complètement, mais il y a des nuées de drones qui sont envoyées sur les avions pendant un jour et ça s'appelle le jour du crash. Il y a 60 avions de ligne qui sont crashés, essentiellement des jets privés et des avions qui transportent des gens pour du business. Et donc l'idée tout simplement c'est qu'après les gens ont peur de prendre l'avion, la quantité d'avions qui volent dans le ciel diminue et donc les émissions de l'aéronautique diminuent de manière drastique. Donc pourquoi je vous dis tout ça ? C'est parce que toutes ces méthodes, on a des méthodes qui sont politiques, on a des méthodes qui sont économiques, on a des approches techniques, vraiment scientifiques de la géo-ingénierie, et puis on a des approches un peu plus révolutionnaires, voire même violentes. Et ce livre, c'est un mélange de tout ça. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le livre, il n'est pas là à dire, voilà, la méthode pour sauver le monde, c'est ça. Non, le livre, il dit, voilà, on peut essayer ça, tenter ça, faire ça. Et il vous montre un peu tout ça en parallèle, et vous passez de droite à gauche, vous regardez comment ça se passe. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, la vraie question par contre, c'est toutes ces méthodes. Pourquoi pas ? Mais est-ce qu'elles fonctionnent ? Je vais pas vous le dire, parce que justement, le plus intéressant, c'est de lire et de voir comment ça se passe. Par contre, avant de finir, je voulais vous partager de manière générale la vision qu'a Kim Stanley Robinson. C'est quoi sa vision de notre monde ? Elle jeta un rapide coup d'œil à San Francisco et à sa baie, au mont Tamalpais, aux flots bleus du Pacifique. Puis elle soupira. Ce n'étaient pas 3 hommes et 2 femmes qu'elle avait devant elle, mais 5 équipes, 5 institutions, 5 États-nations au cœur du système global des États-nations. À côté de ces grosses banques gavées d'argent, le ministère du futur n'était qu'une petite agence aux poches vides. Apporter une bonne idée pour répondre à une urgence vitale ne suffisait pas à changer les choses. On ne changeait rien avec une simple idée, même belle, car le pouvoir se cachait dans des forteresses. Encore n'était-ce là qu'un aperçu de la question. Les forteresses s'appuyaient sur des fondations qui couraient jusqu'au centre de la Terre pour mieux résister au changement. Et ouais, on en revient toujours à la politique et au problème du pouvoir. Il y a vraiment un sujet central dans sa vision du monde, c'est le pouvoir, qui a le pouvoir, qui détient le pouvoir, comment on pratique le pouvoir, comment on obtient le pouvoir, comment on partage le pouvoir. Vous avez compris l'idée. Tout est profondément politique en fait, et même tout est profondément idéologique. D'ailleurs, il y a un chapitre qui est dédié au concept d'idéologie, même pas à une idéologie en particulier, mais au concept d'idéologie. Et puis, il nous dit qu'il y a une idéologie qui a une particularité, et cette idéologie-là,
c'est la science, parce que la science, elle a les faits pour elle, contrairement aux autres idéologies. Et là, on retombe un petit peu dans le débat fait versus opinion, qui ne devrait pas être un débat, mais qui est central aujourd'hui dans la grande crise que connaissent nos médias. Kim Stanley Robinson, il décrit aussi de manière profondément réaliste la nature humaine. Il est très conscient que la nature humaine est ce qu'elle est, et il n'est pas là à dire bon bah voilà, d'un côté il y a les gentils, c'est les gens du ministère du futur, de l'autre côté il y a les méchants de compagnies pétrolières. Non, il est plus dans la description d'un système global. Il observe ça un petit peu de loin, même si on comprend qu'il y a des gens qui agissent plus ou moins pour le bonheur général. Il est vraiment dans cette idée-là, et il montre en avant des idées, par exemple la tragédie de l'horizon dont on parle un peu en économie, qui dit qu'on n'est pas capable de voir plus loin que l'horizon. Donc quand on prend des décisions, notamment économiques, on n'est pas capable de penser aux générations futures, et donc on pense à court terme, et que c'est un vrai problème. Il appelle ça, enfin ça s'appelle la tragédie de l'horizon. C'est une tragédie parce qu'on ne peut pas voir au-delà, mais en fait c'est tout à fait humain, et donc c'est peut-être là la grosse différence avec notre réalité, c'est que justement il y a, j'adore faire genre ouais le livre, il y a le ministère du futur qui, son seul rôle lui, c'est justement de penser au-delà de l'horizon. C'est sa mission, les gens qui y travaillent sont payés pour ça, et c'est peut-être ça qui fait la différence en fait avec notre monde à nous, quoi, d'être capable justement de se projeter. Une autre idée aussi qui traverse beaucoup le livre, c'est que pour changer le monde, il faut jouer avec les règles du monde. Donc il n'est pas là à dire youpla boum, on va tout changer, on va tout revoir. Non. Pour changer l'économie, il passe par l'économie. Le carbon coin, par exemple, ça s'insère complètement dans le système de la finance. Le carbon coin, via sa croissance, va aider à la décroissance des émissions de CO2. Et donc en fait, on joue avec les propres règles du monde pour essayer de le sauver. On va pas essayer de créer de nouvelles règles. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et les règles du monde, c'est quoi ? C'est en gros l'argent et les armes, quoi. L'argent, la guerre, la peur, l'appât du gain, tout ça mêlé, et on jette en pâture aux gens. Et après, on essaye de trouver des systèmes pour tordre tout ça et faire en sorte que ça marche. Et puis la dernière chose que je voulais vous dire, c'est pourquoi il faut lire ce livre, parce que tous ces concepts ils existent, tous ces concepts vous pouvez les lire ailleurs, mais ce qui est très intéressant, c'est que déjà il en regroupe beaucoup, il les présente, mais ce bouquin là, c'est 500 pages. C'est 500 pages d'expérimentation de ces concepts en fait. On n'est pas là, même s'il y a des chapitres qui sont vraiment purement théoriques, qui sont là en disant voilà, le coefficient de Gini c'est ça, le paradoxe de Jevons c'est ça, la théorie monétaire moderne c'est ça. Après, c'est mis en pratique en fait. Il y a quand même de la fiction, il y a quand même des personnages, et il y a quand même la description sur plusieurs décennies de l'évolution du monde. Et c'est quand même ce bouquin, pour moi, c'est un gros laboratoire à idées, c'est-à-dire que lui, vraiment, il expérimente. Je sais pas comment il a écrit le livre, mais moi, la manière dont je l'imagine, c'est que il lance un truc, et puis après, il continue d'écrire en voyant ce qui se passe. Et puis, si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, on va essayer de rajouter une autre pierre à l'édifice, et puis d'essayer de construire un monde meilleur. Et je pense que c'est ça la démarche à adopter pour construire le monde de demain. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vous conseille Le ministère du futur. Quand on a fini de le lire, ce livre, on a vraiment la sensation d'avoir accompli quelque chose. Même si on est juste spectateur de ce qui se passe dans l'histoire et dans le monde sur plusieurs décennies, on a l'impression d'avoir appris beaucoup de choses et d'avoir un peu vécu tous les changements qui opèrent, qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Et on se dit, waouh, le sujet à résoudre est complexe, et les réponses sont complexes. Voilà, c'est pas simple, il n'y a pas qu'une seule réponse. Et une fois qu'on a tout lu, on se dit, stylé quand même. Si on arrivait à faire ça, ça serait vraiment stylé. Bon, pour finir, je voulais vous donner une petite citation de Kim Stanley Robinson qu'il a donnée dans une interview aux médias Reporter, que si vous ne connaissez pas d'ailleurs, je vous invite à aller suivre. Au Reporter. Très bon média, et il dit à la fin de l'interview: nous sommes dans une terrible bataille politique, c'est la bataille des années 2020 pour savoir qui contrôle la civilisation. Les populistes de droite qui espèrent être élus et ensuite essayent de détruire les choses, ou la technocratie, c'est-à-dire les scientifiques, les bureaucrates avec une expertise technique, les diplomates du changement climatique, les organisations internationales. Nous sommes à un point critique. Soit nous allons vers l'utopie, soit nous tombons dans la catastrophe. Il y a une chose que l'on peut dire avec certitude, c'est qu'il s'agit d'une période de contestation intense, de bataille politique acharnée. La Terre est malade, il faut la sauver, sinon la civilisation va s'effondrer. Super constat, et encore c'était avant la réélection de Trump, et voilà les 2 dernières années qui géopolitiquement à l'échelle internationale sont... Mais justement, ce livre, je trouve qu'il est là pour redonner espoir, parce qu'il nous montre de manière plutôt réaliste qu'il y a un chemin qui est possible. Alors ça veut pas dire que notre futur est écrit, qu'il faut suivre exactement ce qui est écrit là-dedans, mais ça montre que si on s'y met, si on continue à s'acharner
un peu à droite à gauche, c'est pas juste une politique qui gagnera, c'est vraiment un ensemble d'actions, de politique, d'économie, de manifestations, de changement de mentalité, c'est vraiment beaucoup de choses en parallèle. Et ben il y a moyen d'y arriver dans les décennies qui viennent, et le livre il commence au mois prochain, au mois de janvier 2025. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle manière de finir l'année. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous à la chaîne, et puis si vous voulez me soutenir, vous pouvez passer sur la page Buy Me a Coffee, comme d'habitude, tous les liens sont dans la description. Moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes, comment on dit, fête de fin d'année. Voilà, c'est toujours l'occasion de retrouver sa famille, de passer du bon moment, de souffler, parce qu'en général, voilà, l'hiver, c'est pas la période la plus simple de l'année. Je ne sais pas vous, mais pour moi, c'est toujours l'occasion de se rendre compte que les petites joies du quotidien sont quand même les meilleures. Donc, soyez heureux, et puis moi, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour plein de nouvelles aventures et de nouveaux sujets passionnants pour penser le monde de demain. À bientôt! Et là, ça enregistre aussi. Voilà, on est bien. Il fait pas hyper chaud dans la salle. Plus de CO2 égale... Ah putain. Un scientifique suédois qui se dit qu'à force de cramer des trucs, ça va finir par influencer. Mais il y a un monsieur, lui, qui a essayé de... Ah là là. Alors... Page 22, il y a des chapitres où alors il y a une... C'est des... Alors c'est des chapitres... Ah, j'arrive pas. Je vous invite à couper la vidéo maintenant. Je sais plus ce que je dis. C'est lamentable, c'est horrible de pas écrire. Et malgré ça... Et je sais plus ce que j'ai dit. C'est terrible. Et puis viser un monde meilleur, quoi. Donc ça, évidemment, je ne vous l'ai pas dit. Et j'ai oublié. C'était pas ouf. Mais justement, voilà. C'est la conclusion que je n'ai pas écrite. Pas mal.